L'autopsie de Ziad Abouaïn n'a pas permis de mettre d'accord Israéliens et Palestiniens sur les causes de la mort du dirigeant palestinien. Ces funérailles ont rassemblé des milliers de personnes à Ramallah aujourd'hui. La première visite du président Al-Sisi en Jordanie. Les deux pays coopèrent face à la montée de l'islamisme radical et des groupes djihadistes. Et puis à Hong Kong, la police a évacué les dernières barricades des manifestants pro-démocratie. Au moins 200 personnes interpellées aujourd'hui. Ce conflit aura duré plus de 11 semaines. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Les Palestiniens qui crient vengeance d'un côté et puis de l'autre un médecin qui a participé, un médecin israélien qui a participé à l'autopsie d'Abouaïn qui explique que son décès est dû à une insuffisance cardiaque existante, peut-être causée par le stress de la manifestation et du stress lié à ces affrontements avec l'armée israélienne. On n'est donc pas plus avancé ce soir après cette autopsie. Il y a eu, vous le voyez sur ces images, les obsèques aujourd'hui de ce dirigeant palestinien, beaucoup de monde, beaucoup d'officiels, beaucoup de foule également, et des Palestiniens qui crient donc de nouveau vengeance. On va parler de tout cela durant ces premières minutes avec Nadia Ellis. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Chercheuse à l'université de Tel Aviv et spécialiste dans l'analyse du discours. Et Emmanuel Navon, bonsoir, qui est professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv également. On ira également retrouver à Kalandia, tout près de Ramallah, notre envoyé spécial et nos envoyés spéciaux, puisque les trois chaînes d'I24 News sont présentes. Faleh Habib, Shai Benari et Léa Berdugo pour la chaîne française, donc afin de faire un point sur la situation ce soir, qui reste toujours tendue, mais peut-être moins que ce que l'on pouvait imaginer hier. ما حصل اليوم هو جريمة بكل المعاني لا يمكن الصبر أو السكوت عليها. What is clear currently is that he did have a prior heart condition that could have influenced the outcome. But what is most important, what we are actually invested in today, is trying to contain the situation. حركة حماس تعتبر أن رد الطبيعي لهذه الجريمة هو تعزيز الوحدة الوطنية وباتخاذ إجراءات ضرورية في مقدمتها وقف حقيقي للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك هذه القيادة تجتمع هذه اللحظات وأقول بصراحة كل الخيارات مفتوحة. Alors, l'autopsie a donc été pratiquée de manière collégiale la nuit dernière. Des médecins jordaniens, palestiniens et israéliens étaient présents. Et pourtant, eh bien, apparemment, la médecine a peut-être encore quelques secrets de part et d'autre de la ligne verte. Et en tout cas, les résultats n'ont pas été les mêmes. Les conclusions ne sont pas les mêmes. Explication en image avec Léa Berdugo. Funérailles nationales pour Ziad Abouaïn, ce haut responsable mort mercredi après des affrontements avec l'armée israélienne. Les plus hauts dirigeants palestiniens sont présents. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, son premier ministre Rami Hamdallah et un Saeb Erekat plus accusateur que jamais. Netanyahou ne peut pas continuer à traiter l'autorité palestinienne sans aucun respect. Il ne veut pas continuer à vouloir une occupation sans conséquence. Il y a une étape majeure à mettre en place. Il faut que le gouvernement israélien prenne ses responsabilités en tant que puissance occupante. Quelques minutes après l'enterrement, des heurts éclatent entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Jets de pierre contre tirs de gaz lacrymogène. Les esprits s'échauffent car pour un grand nombre de Palestiniens, Ziad Abouaïn est la victime d'un acte criminel. C'est ça le terrorisme d'Israël. Ils ne cessent de nous tuer et vous pouvez voir la manière dont ils ont tué le martyr Abouaïn. Ils nous maintiennent en état de siège.
L'autopsie d'Abou Ain a été conduite conjointement par des médecins jordaniens, israéliens et palestiniens. Tous s'accordent à dire qu'il est mort d'une crise cardiaque, mais la cause de la crise est sujette à débat. Le décès est le résultat, et je tiens à le souligner, d'une attaque. Il a été victime d'une attaque et ce n'est pas une mort naturelle. La cause du décès est le manque de sang dans le cœur à la suite d'une hémorragie interne au niveau de l'artère coronaire causée par un traumatisme, un état qui résulte de la colère et de l'anxiété. Un traumatisme qui a pu être causé par une altercation avec un garde-frontière israélien. Pour certains responsables palestiniens, Ziad Abou Ain est mort à la suite de l'inhalation de gaz lacrymogène et de coups portés par les soldats, ce qui n'est pas l'avis des médecins israéliens. Nous sommes d'accord sur les résultats et sur l'interprétation de ces résultats. Il y a des questions qui demeurent à propos de certains hématomes et de certaines blessures au niveau de la bouche du patient qui ont pu être causées par la tentative de réanimation ou bien par un traumatisme. Cette mort pourrait entraîner de sérieuses conséquences. Les Palestiniens envisageraient une suspension de la coopération sécuritaire avec les autorités israéliennes. Alors, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu depuis hier vraiment deux confrontations dans le discours, Nadia Ellis, entre du côté palestinien le meurtre pour eux avéré et donc les appels à la vengeance, et puis côté israélien, on a essayé évidemment de minimiser ce qui s'était passé. C'est difficile de trouver une ligne médiane ou pas? Plus que ça, ce qui est intéressant, c'est de analyser de quelle manière ils s'expriment par rapport à cette affaire et notamment de quelle manière ils font usage du terme Israël. C'est une arme rhétorique assez extraordinaire, ce qu'on appelle un toponyme. Il y a une littérature académique du domaine de la linguistique sur les noms des pays qui est très grande. Pourquoi? Parce qu'un nom de pays, ça veut dire énormément de choses. Évidemment, si je vous dis la France a battu l'Italie, on comprend très bien qu'on parle d'une équipe de foot. Mais si la France est contraire à l'occupation de je ne sais pas qui, c'est le gouvernement français, etc., etc. Donc le nom d'un pays peut vouloir dire énormément de choses. Israël n'est pas différent, évidemment, d'autres pays. Et en plus, quand on parle à une personne, quand on se dirige à quelqu'un, si on parle d'Israël, c'est une image mentale qui vient donc à l'esprit, qui est différente pour tout un chacun. Donc évidemment, nous voyons Israël d'une certaine manière. Un Palestinien, quand on parle d'Israël, il aura une autre image, etc., etc. Pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'à chaque fois, on l'a vu un tout petit peu dans les extraits de tout à l'heure, mais surtout on le voit dans la presse, à chaque fois que les Palestiniens ont réagi à cette affaire, ils disent c'est de la faute à Israël, Israël est responsable. En tout cas, ils disent toujours Israël, ils emploient en fait le nom Israël, ils ne parlent pas de soldats, ils ne parlent pas d'armée, ils ne parlent pas des personnes responsables spécifiquement dans cette affaire, c'est Israël tout entier. C'est un outil argumentatif très bon que les Israéliens n'ont pas. Et ils en profitent énormément chez les Palestiniens, étant donné que les Israéliens refusent de parler de Palestine. En tout cas, l'État palestinien n'existe pas, donc on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de la Palestine. Donc à chaque fois qu'il y a un acte qui est commis par des Palestiniens, les Israéliens parlent du responsable de ces actes. À la limite, ils essayent de faire glisser la responsabilité sur Abou Mazen ou d'autres personnes, mais ils ne peuvent pas s'adresser à la Palestine tout entière. Quand eux, ils parlent d'Israël, automatiquement, ils enflamment les esprits des gens de la rue palestinienne parce qu'ils disent Israël, Israël est responsable, Israël meurtrière, etc., etc. Ils appellent à la vengeance contre tout un pays et non pas à un appel à la responsabilité des gens qui sont responsables ou pas de ce qui s'est passé. Donc dans ce cas, que ce soit un soldat ou que ce soit plusieurs personnes, mais en tout cas, il est évident que la rue israélienne n'est pas responsable de ce qui s'est passé, de la même manière où la rue palestinienne n'est pas toujours responsable de ce que les Palestiniens font. Mais le fait de pouvoir à chaque fois parler d'Israël en tant qu'entité nationale pour pouvoir parler du gouvernement, de l'armée, des gens, du peuple juif, etc. Donc à chaque fois, on peut toujours employer le terme Israël. Ça leur permet de s'en prendre vraiment à toute une population qui n'a pas toujours de responsabilité dans ce qui se passe. Il a fallu attendre longtemps pour avoir une réaction, on va dire, du gouvernement israélien. Emmanuel Navon, Lieberman, ce soir, le ministre des Affaires étrangères, a réagi, mais sinon, il y avait une réaction très prudente jusqu'à présent, comme si les Israéliens ne voulaient pas finalement répondre à ce que les Palestiniens criaient de leur côté. D'abord, il fallait attendre les résultats de l'autopsie. Je rappelle qu'immédiatement, le gouvernement palestinien a accusé Israël, parler d'Israël comme pays, de meurtre. Au début, on avait parlé d'une balle qui leur était tirée dessus, n'est-ce pas? Donc, il a fallu attendre l'autopsie. Et aujourd'hui, bien que l'autopsie ait été faite, parce qu'en fait, sur quoi pose le désaccord, comme on vient de le voir dans votre reportage, il n'y a pas de désaccord sur les causes de sa mort, une crise cardiaque. Il y a un désaccord sur ce qui aurait amené à cette crise cardiaque.
De là, accuser l'armée israélienne de meurtre, ce que fait l'autorité palestinienne, il y a quand même un pas énorme. Donc c'est en cela qu'il y a un comportement irresponsable. D'échauffer la rue, d'accuser Israël de meurtre et d'en appeler à la vengeance alors qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Dans quelles conditions cette crise cardiaque a eu lieu? Cela, effectivement, il faut le vérifier. Mais si on parle de discours, vous parliez de discours, ce qui manque dans ce discours et dans ce narratif, c'est qu'on parle du ministre palestinien. Alors le ministre palestinien, Abu Ayn, je vous rappelle, est un terroriste qui a tué 2 adolescents israéliens en 1979, l'un de 14 ans, David Lankri, l'autre de 16 ans, Boaz Lahav, qui a été jugé et emprisonné en 1982 et qui a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers en 1985. Ça n'est pas dans le narratif non plus, mais c'est un fait. Il a tué de sang-froid 2 adolescents israéliens, il a été condamné à perpétuité et relâché dans le cadre d'un échange de prisonniers. Et c'est cela qui est considéré comme un acte héroïque aujourd'hui dans l'autorité palestinienne. Ça, il faut le rappeler également. Alors on voit effectivement depuis hier que donc il y a eu des images qui évidemment font toujours mal côté israélien, c'est-à-dire qu'on voit toujours des soldats armés et puis de l'autre il y avait des manifestants hier qui venaient planter des oliviers. Est-ce que ça finalement c'est pas tout le problème aujourd'hui de ce genre de manifestation où des Palestiniens viennent avec beaucoup de caméras mais des arbres parfois ou des drapeaux et puis de l'autre côté des soldats. Ça, c'est c'est plus la sémiotique et moins c'est un discours d'image évidemment qui est toujours très problématique pour Israël à partir du moment où on montre des soldats face à des personnes, des gens qui ne sont pas, qui sont sans uniforme, qui ont l'air de ne pas être armés. Bon, ça, c'est un grand classique. En tout cas, à Gaza, pendant la guerre, c'était exactement la même histoire. C'était des soldats du Hamas qui lançaient des roquettes et pourtant, ils avaient l'air d'être des civils parce qu'ils sont sans uniforme. Bon, là, c'est tout le problème de la communication israélienne. Mais en l'occurrence, effectivement, je reviens sur ce que vous disiez, la personne en question n'est peut-être pas un saint. Le problème, c'est que quelque part, le narratif de chacun sera toujours différent. La manière dont eux, ils voient cette personne, forcément, on ne peut pas être d'accord. Mais de la même manière où nous, on a tendance à je dirais, donner beaucoup d'importance à des soldats qui ont aussi commis parfois des choses qui sont pour eux, pour les Palestiniens, très très graves. Donc forcément, chaque côté glorifie quelque part les personnes qui l'estiment être à la hauteur de ça. Est-ce que la société israélienne glorifie le meurtre de sang-froid d'innocents? Non, bien sûr que non. Alors, il y a une différence. Mais quand un soldat... Je ne suis pas là pour défendre cette personne. Non, mais il y a une différence. Non, il y a une différence, mais il y aura toujours une différence. Moi, j'aime pas quand on essaye de faire une compétition de qui est meilleur que l'autre. Je ne fais pas de compétition, mais je suis contre le relativisme moral. Mais oui, mais vous avez tout le droit de l'être. Apparemment, je suis en faveur. Mais ce que je veux dire, c'est encore une fois l'histoire du narratif. Alors effectivement, cette personne, si on parlait plus de ce qu'il a fait dans le passé, on pourrait relativiser sa mort quelque part. Je trouve que vous relativisez aussi parce que cette personne, non, je ne relativise pas, je dis qu'elle elle aurait mérité ou je ne sais pas quoi de mourir parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait avant. Je ne sais pas si on peut vraiment soutenir cela. Mais quand on se trouve devant des images où il y a une personne qui a l'air de mourir à cause d'un acte de soldat israélien, eh bien, soit on est très 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 rapide et très très bon à faire comprendre que ce qui s'est passé n'est pas un meurtre, soit comme le font les Palestiniens, parce qu'en l'occurrence, ils sont très bons quand il s'agit de discours, d'argumentation et de communication. On appelle au meurtre tout de suite, on parle de responsabilité de tout un pays, d'Israël, du gouvernement, de l'armée, tout le monde, tout ensemble. Et comme d'habitude, ils gagnent un peu l'opinion publique internationale. Alors, je vous donne la parole dans un instant, Emmanuel Davan. On va justement aller à Calandia pour voir quelle est la situation ce soir. Parce qu'on pouvait estimer effectivement qu'elle allait devenir particulièrement tendue depuis hier. Et les appels lancés par l'autorité palestinienne. Léa Berdugo, bonsoir. Vous êtes donc justement tout près de Ramallah. Quelle est la situation d'ailleurs aujourd'hui, après donc, les funérailles de ce matin où il y avait beaucoup de monde? Écoutez, pour l'instant, l'atmosphère est calme, mais aujourd'hui, les funérailles ont été quelque peu agitées. Après, justement, les funérailles de Ziad Abu Ain, ce haut responsable palestinien qui est décédé après une altercation avec les forces de sécurité palestiniennes, des heurts ont éclaté entre les forces de sécurité et quelques Palestiniens. D'ailleurs, en prévision de ces heurts, l'armée avait annoncé avoir déployé 2 bataillons de soldats et 2 compagnies de gardes frontières en prévision
prévisions. Alors au moment du défilé, donc du cortège pour les funérailles de Ziad Abouein, eh bien les Palestiniens étaient en colère. Ils ont appelé à la vengeance. Nous poursuivrons ton combat, a-t-il dit, car pour de nombreux Palestiniens, eh bien les autorités israéliennes ont commis un crime. Donc les esprits sont toujours échauffés en Cisjordanie et les forces de sécurité israéliennes sont toujours en état d'alerte ce soir. Alors un mot justement sur l'autre menace des Palestiniens, celle de cesser cette fameuse coopération sécuritaire avec Israël. Oui, alors les mots sont durs et ils proviennent du négociateur en chef palestinien Saeb Erekat. Il prévient Benyamin Netanyahou, si Netanyahou continue à ne pas respecter l'autorité palestinienne, eh bien on arrête tout, y compris la coopération sécuritaire avec les forces israéliennes, qu'elles soient policières ou militaires. Cette menace a également été brandie par de nombreux hauts responsables palestiniens. L'un d'entre eux a dit que cette question allait être examinée demain, mais pour l'instant, rien d'officiel, ce ne sont que des rumeurs, car une telle suspension de la coopération sécuritaire entre les Israéliens et les Palestiniens aurait de graves conséquences sur le terrain. Pour vous donner une idée, depuis la fin de la guerre, l'autorité palestinienne a mené environ 200 arrestations de Palestiniens pour des activités relatives au terrorisme. La plupart d'entre eux font partie du Hamas. Donc, si ces accords sont suspendus, eh bien les conséquences seraient graves pour les Israéliens et le niveau d'alerte sécuritaire serait levé. Merci Léa Berdugo, en direct donc de Calandia, situation plutôt calme ce soir. C'est une menace à prendre au sérieux, à votre avis, Emmanuel Navon, celle de faire cesser cette coopération sécuritaire? C'est du bluff. Saeb Erekat est un spécialiste du bluff. Il faut bien comprendre que cette soi-disant coopération sécuritaire, ceux qui en bénéficient le plus, c'est l'autorité palestinienne elle-même, comme cela a été prouvé pendant, avant et après l'opération de l'été dernier, dans la mesure où l'autorité palestinienne elle-même est menacée par le Hamas. Elle a des relations compliquées, comme on sait, avec le Hamas. D'un côté, il y a ce soi-disant gouvernement d'union nationale qui avait été créé par Abbas après l'effondrement des négociations lancées par John Kerry. Mais on sait très bien qu'il y a une concurrence très dure entre les deux mouvements, qui est souvent violente, et que la coopération entre Israël et l'autorité palestinienne protège aussi l'autorité palestinienne du Hamas. Quant à Israël, c'est beaucoup plus la présence militaire israélienne et surtout la liberté de mouvement d'Israël depuis que celle-ci a été rétablie en 2002, après l'opération militaire de l'époque, qu'Israël parvient à arrêter les attaques terroristes, que ne cesse de dire d'ailleurs le ministre de la Défense, Moshe Yaalon. Une des raisons pour laquelle il a rejeté le plan de sécurité de Kerry et du général Allen pendant les négociations, c'est qu'elles exigeaient d'Israël une absence militaire complète et que c'est ça aujourd'hui qui permet d'arrêter les attaques terroristes. Donc il faut bien comprendre que cette coopération entre l'autorité palestinienne et Israël contre le Hamas, elle sert les deux parties, surtout l'autorité palestinienne. Alors on va justement voir quelle est l'atmosphère à propos de cette coopération sécuritaire à Ramallah aujourd'hui avec ce reportage réalisé sur place par Mathias Inbar. L'une des icônes du soulèvement populaire palestinien. Ziad Abouein, 55 ans, était l'un des bras droits de Marwan Barghouti, l'ancien chef des Tanzim. Il avait lui-même passé plus de 13 ans dans les geôles israéliennes en 1980 pour avoir tué 2 civils israéliens. Sa mort, dans des circonstances non encore élucidées, a entraîné une série de réactions radicales de la part de la population palestinienne, y compris chez les plus jeunes présents au moment où le convoi de sa dépouille parcourt les rues de Ramallah. C'est un célèbre leader, un homme bien. Il s'est battu pour le peuple palestinien, pour son pays. Si je peux me battre, je le ferai. J'espère qu'il y aura une 3e intifada pour obtenir notre liberté. Il suffit de rouler à peine 10 minutes depuis Ramallah pour rejoindre le point de passage de Calandia, contrôlé par Israël. La coopération sécuritaire entre l'armée israélienne et la police palestinienne a permis ces dernières années de maintenir un calme relatif. Mais depuis quelques mois, les appels à l'arrêt définitif de cette coopération se font entendre. Ce n'est pas bénéfique pour nous, ni pour notre peuple. Notre population voit tous les jours des crimes et nous voyons des milliers des nôtres en prison. Cette coopération est mauvaise pour nous. Ce qui aurait de facto une incidence négative sur le terrain en Cisjordanie. Pour Mahmoud Abbas, toutes les options sont sur la table.
Saeb Erekat et surtout Djibril Rajoub, au cadre de l'OLP et ancien responsable de la sécurité de l'autorité palestinienne, appellent de leur côté à relancer la lutte contre Israël. Mahmoud Abbas est le président élu du peuple palestinien. C'est le chef de l'autorité palestinienne et du Fatah. Il est le seul à décider. Toute la direction palestinienne se tient à ses côtés. Djibril Rajoub, avec tout mon respect, ne peut pas prendre de décision sans en tenir compte à la direction palestinienne et celui qui se tient à sa tête, le président Mahmoud Abbas. En attendant, ici, au cœur de Ramallah, la rue palestinienne n'a toujours pas décidé si elle souhaite poursuivre l'intifada politique, comme le préconise Mahmoud Abbas, ou au contraire reprendre des activités violentes, quitte à déclencher une troisième intifada. Voilà donc pour l'atmosphère à Ramallah. Nadia Alice, est-ce qu'il y a une manière de répondre justement à ce type de discours côté palestinien qu'on a entendu depuis hier, c'est-à-dire à la fois qu'Israël était responsable de la mort de ce dirigeant, que s'il s'agissait d'un meurtre, qu'il y allait peut-être avoir des conséquences sur la coopération sécuritaire. Est-ce qu'à votre avis la réponse d'Israël a été la bonne là, depuis hier ? C'est pas une question de bon ou pas bon. Israël malheureusement n'a pas accès à ces gens. Ces gens, ils regardent leur télévision, c'est Mahmoud Abbas qui leur parle. La communication qu'ils reçoivent, en tout cas, ne vient certainement pas du côté palestinien. Sur les circonstances du décès de ce Palestinien, côté israélien ? J'ai l'impression qu'ils sont en train de chercher vraiment une excuse, et toute excuse est bonne pour pouvoir continuer dans cette vague de violence qui est en cours depuis des mois déjà. Israël, de toutes les manières, ils ne font pas confiance à Israël, donc on peut leur dire tant qu'on veut qu'il est mort d'une crise cardiaque, qu'on n'a pas de responsabilité là-dedans, que les soldats n'ont pas de responsabilité là-dedans, ça va changer à rien, puisqu'ils font absolument aucune confiance ni à Israël, ni à ses médecins, ni à son narratif. Donc les Palestiniens de la rue, vraiment la rue qu'on a vue, ils sont plongés dans un narratif qui est complètement anti-israélien, qui ne fait absolument aucune confiance à Israël, qui voit dans l'Israël, donc l'occupant comme ils l'appellent toujours, ils préfèrent l'appeler l'occupant plutôt qu'Israël même. Donc je ne pense pas qu'Israël vraiment ait un moyen de se faire entendre par la rue palestinienne, sinon à travers donc Mahmoud Abbas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve dommage quand Mahmoud Abbas fait des efforts, ce n'est pas le cas maintenant mais il l'a fait dans le passé, fait des efforts pour faire quelques pas vers Israël, et Israël en l'occurrence c'était le Premier ministre qui je dirais, humilier en fait Mahmoud Abbas dans ce qu'il disait en disant que c'était jamais assez. Je trouve ça dommage parce que si on a un point de contact avec la rue palestinienne, c'est à travers leur leader. Malheureusement, ils nous écoutent pas, et s'ils nous écoutent, c'est certainement pas pour vraiment comprendre notre point de vue. Alors, on a vu donc qu'il y a une menace de rompre les relations sécuritaires. Il y a aussi une menace réitérée, celle de poursuivre là cette fois les procédures en cours devant les Nations Unies pour obtenir un vote, et puis aussi devant la Cour pénale internationale. Emmanuel Navon. Oui, là, je ne ferai que citer Ibrahim Haishi, qui est le représentant de l'OLP au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, qui avait déclaré le 9 juillet dernier, en 2014, que ce serait une erreur pour l'autorité palestinienne de s'en tourner à la Cour pénale internationale. Et là, je ne fais que le citer dans la mesure où, dit-il, le Hamas est responsable de crimes de guerre pour avoir tiré de façon intentionnelle sur des cibles civiles, alors qu'Israël s'en est tenu au droit de la guerre en prévenant à l'avance les cibles civiles. Donc ce qu'il disait lui-même à l'époque, c'est que si on va à la Cour pénale internationale, c'est nous qui allons nous faire accuser, parce que le Hamas fait partie maintenant du gouvernement palestinien, que le Hamas contrôle la bande de Gaza, et cela a été confirmé également par l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, qui lui a prévenu également l'autorité palestinienne, n'y allez pas parce que c'est vous qui allez vous faire attraper là-bas. Donc bien entendu que c'est du bluff, parce que si les deux pays, si Israël et l'autorité palestinienne se retrouvaient devant la Cour pénale internationale, c'était évident que tous les crimes de guerre du Hamas seront mis sur la table. Donc c'est une menace vide, comme la fin de la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël, dont on a parlé tout à l'heure. Et encore une fois, il faut bien comprendre, comme le comprend bien le représentant à Genève, que c'est plus qu'une arme à double tranchant pour eux, c'est une arme qui se retournera contre eux. Alors je voudrais qu'on écoute, puisqu'on a écouté le point de vue de la rue palestinienne, ce que l'on en dit en Israël, justement à propos donc, de cet incident d'hier en Cisjordanie et la mort de ce dirigeant palestinien. Qu'en pensent les Israéliens? Réaction tout de suite peut-être? Non? Apparemment on me dit que oui, c'est parti. Allez, on y va, on écoute.
D'après le comportement de la police et de l'armée au cours des manifestations d'Arabes ou de partisans de la gauche, d'après ce qu'on voit en général, je pense qu'ils sont responsables. Il n'y a pas de fumée sans feu. S'il n'avait pas été blessé, il ne serait pas mort. Israël trouvera certainement le moyen de s'innocenter. Si c'est vrai, si le policier l'a vraiment attaqué et qu'il en est mort, je trouve ça ignoble, révoltant. Oui, Israël est responsable, bien sûr. Si Israël n'était pas responsable, il serait mort chez lui. C'est une situation embarrassante. Il n'y a aucune raison pour que ce genre de choses arrive. Je pense que les deux camps sont responsables. Je pense qu'Israël fait preuve de trop de sévérité. Voilà donc réaction recueillie aujourd'hui donc à Tel Aviv. Un dernier mot, il nous reste vraiment quelques instants sur cette affaire qui n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a des contentieux comme ça qui sont gérés de manière médiatique parce qu'on utilise des images et des versions qui sont pas toujours facilement vérifiables. Oui, bon, dans le cas spécifique de cette histoire, je trouve qu'on atteint quand même un sommet de ridicule parce que cette personne, si apparemment elle est morte d'une crise cardiaque due au stress de la situation, ça veut dire qu'elle aurait pu mourir en se disputant avec son père. Est-ce qu'on dirait que son père est responsable de sa mort ? J'ai mes doutes. Donc je trouve que là, c'est franchement ridicule. Mais étant donné que nous sommes à un point où vraiment toute excuse est bonne pour s'en prendre à Israël, je crois qu'on en profite, et pas que du côté palestinien. Je trouve aussi certaines des réactions internationales un tout petit peu exagérées. Évidemment, la situation n'était pas bonne, mais si effectivement il est mort d'une crise cardiaque, il faut peut-être faire une enquête par rapport aux soldats qui étaient sur place, mais pas s'en prendre à tout un État. Emmanuel Navon, quelques secondes. Malheureusement, ce n'est pas le summum du ridicule. Il y a eu précédemment ce soi-disant mort palestinien sur une civière qui est tombée, qui est remontée, ces images qui avaient été filmées par Tsahal pendant la deuxième intifada. Je vous rappelle également l'affaire Al-Doura, soi-disant les soldats israéliens qui auraient tiré sur lui pendant 45 minutes, etc. Donc le summum du ridicule, malheureusement, a déjà été atteint dans le passé. Ces manipulations du côté palestinien, elles ne sont pas nouvelles, on les connaît, et c'est triste parce que c'est pas comme ça, malheureusement, qu'on pourra avancer vers une résolution du conflit. Merci Emmanuel Navon, merci Nadia Ellis. Dans un instant, la suite de l'actualité. On ira notamment à Amman, où le président égyptien est ce soir en visite officielle. Et puis on reviendra également sur les événements de Hong Kong, évacuation des derniers manifestants aujourd'hui dans ces barricades qui duraient depuis plus de 11 semaines. A tout de suite. L'autopsie de Ziad Abouane n'a pas permis de mettre d'accord Israéliens et Palestiniens sur les causes de la mort du dirigeant palestinien. Ces funérailles ont rassemblé des milliers de personnes aujourd'hui à Ramallah. Situation plutôt calme ce soir en Cisjordanie. La première visite du président Al-Sisi en Jordanie. Les deux pays coopèrent face à la montée de l'islamisme radical et des groupes djihadistes. À Hong Kong, la police a évacué les dernières barricades des manifestants pro-démocratie. 200 personnes au moins ont été interpellées. Ce conflit aura duré plus de 11 semaines. Le président égyptien est donc en visite à Amman, en Jordanie. Visite de voisinage, certes, mais aussi destinée à marquer les bonnes relations entre ces deux pays arabes. La Jordanie a toujours soutenu la prise de pouvoir d'Al-Sisi et des militaires face aux frères musulmans. L'islamisme radical est en effet une menace que la Jordanie combatte également. Leslie Rezoug. Défilé militaire et officiel au garde-à-vous. Ce jeudi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli en grande pompe sur le tarmac de l'aéroport d'Amman par le roi Abdallah II en personne. Accompagné d'une importante délégation dont son ministre des Affaires étrangères Samer Choukri, le président al-Sisi entame une visite éclair. Son objectif, resserrer des liens particulièrement amicaux avec le royaume hachémite. Depuis des mois, les relations entre les deux pays sont au beau fixe, notamment grâce à une coopération sécuritaire accrue et à des préoccupations régionales communes. Statut de la Palestine, guerre en Syrie et lutte contre l'intégrisme religieux, le roi Abdallah et Abdel Fattah al-Sisi partagent une vision commune. Car la Jordanie et l'Égypte sont les cibles privilégiées des islamistes de tous bords. La Jordanie, tout d'abord, est menacée par la progression régionale de l'État islamique. De son côté, le président égyptien fait face à l'affront des membres des frères musulmans.
Depuis l'éviction de Mohamed Morsi, les islamistes tentent de faire pression, mais doivent faire face à une intense répression. Le roi Abdallah soutient depuis longtemps Abdel Fattah al-Sisi dans sa lutte contre les frères musulmans. Il plaide pour que le monde arabe dans son ensemble soutienne les réformes portées par l'ancien militaire égyptien. Une visite symbolique et un dialogue essentiel entre deux chefs d'État qui comptent bien faire entendre leur voix dans une région particulièrement troublée. En Afrique, au Mali, une opération de l'armée française a permis d'éliminer l'un des chefs de groupes djihadistes les plus importants. Sa tête était d'ailleurs mise à prix par les États-Unis pour plus de 5 millions de dollars. Il s'agit d'Ahmed al-Tilamsi, suspecté notamment du rapt de plusieurs otages occidentaux au Sahel, dont l'un avait été exécuté. Par ailleurs, une étude internationale publiée aujourd'hui indique que plus de 5000 personnes ont été tuées dans le monde par les groupes djihadistes pour le seul mois de novembre. En Afghanistan, un attentat suicide devant le centre culturel français de Kaboul cet après-midi. Il y a plusieurs morts et des blessés, car de nombreux Afghans se trouvaient là pour assister à une pièce de théâtre donnée justement par le centre culturel français. Paris ne fait état en revanche d'aucune victime de nationalité française. C'était il y a 10 jours à Jérusalem. Un incendie criminel ravageait une salle de classe d'une école judéo-arabe. Vive émotion, des slogans hostiles à la coexistence étaient retrouvés sur place. Et aujourd'hui, les 3 suspects arrêtés ont été inculpés. Ils appartiennent à la mouvance d'un groupe d'extrême droite hostile à cette coexistence entre juifs et arabes. Julia Ganancia. Yitzhak Gabé et les frères Nahman et Shlomo Twito ont reconnu les faits. Ces jeunes détenus sont soupçonnés d'incendie criminel et de graffiti anti-arabe dans l'école bilingue hébreu-arabe de Jérusalem le 29 novembre. Le groupe fait partie de l'organisation Leava, dont l'objectif principal est de s'opposer au mariage entre juifs et non-juifs. Souvent présentée comme une organisation d'extrême droite, ces actions ont été dénoncées par le président israélien Reuven Rivlin. Stratégie de la défense, mettre en avant des failles au cours des interrogatoires. Il est difficile de croire qu'en 2014, en Israël, il y a de tels cas de maltraitance. Les enquêteurs ont dit ouvertement aux suspects « Si vous n'avouez pas, on va vous frapper ». Et ils les ont empêchés de dormir. Ils leur ont exercé une pression psychologique extrêmement dure. Apparemment, la police israélienne et le Shin Bet ont oublié les principes de base selon lesquels l'interrogatoire a pour objectif de faire découvrir la vérité et non pas la recherche de preuves de la culpabilité des suspects. Mort aux Arabes, pas de coexistence avec le cancer ou bien encore Karané avait raison, font partie des slogans haineux découverts par les pompiers sur les murs de l'école. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait condamné l'attaque qui va à l'encontre des efforts importants menés pour ramener le calme à Jérusalem selon lui. L'école, fondée en 1998 pour promouvoir l'enseignement bilingue et la coexistence, accueille 624 élèves du cours préparatoire à la terminale. Il n'existe que 7 écoles bilingues en Israël qui accueillent plus de 1600 élèves. On passe justement à l'actualité politique. Avec cette campagne électorale donc qui prend forme en Israël avant les élections du 17 mars prochain, après le bloc Livni-Herzog dévoilé hier pour le centre-gauche, Benyamin Netanyahou est assuré, lui, de garder la tête de son parti, le Likoud, après le désistement aujourd'hui de son rival Gideon Sa'ar. On va en reparler. Un autre bloc se décide maintenant du côté du centre-droit, cette fois autour de l'ancien ministre Yair Lapid. Cyril Amar. Après la formation d'un bloc de centre-gauche annoncé hier par Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, un bloc de centre-droite serait-il en gestation? C'est en tout cas ce qu'affirme cet homme, Meir Cohen, ministre démissionnaire du parti centriste Yesh Atid. Il fait état de tractations en cours entre son chef de file, Yair Lapid, Avigdor Lieberman, le président du parti de droite, Israël Beitenu, et Moshe Kahlon, un ancien ministre populaire du Likoud, qui vient de former un nouveau parti. Unis par l'inimitié qui les oppose à Netanyahou, les 3 hommes pourraient s'unir pour faire obstacle au Premier ministre. Pour l'heure, aucune réaction officielle de Yair Lapid. À la tribune de la conférence diplomatique annuelle du Jérusalem Post, l'ex-ministre des Finances a préféré se démarquer de la droite et de la gauche en présentant une initiative diplomatique pour un règlement du conflit israélo-palestinien. Cela fait trop longtemps que le débat sécuritaire en Israël repose sur 2 erreurs.
La gauche fait erreur lorsqu'elle accuse Israël de l'échec des négociations en pensant naïvement et contrairement au fait qu'il suffirait de dire oui aux Palestiniens pour parvenir facilement à un accord. La droite, elle, fait également erreur en optant pour l'immobilisme. Pour Lapid, pas de paix ni de réconciliation en vue, mais un divorce à l'amiable où tout le monde y trouve son compte. Nous ne parlons pas de paix, malheureusement, certainement pas pour les 10 années qui viennent, mais d'un solide accord qui conduirait à une séparation claire entre deux peuples qui ne peuvent vivre sur une même terre. Un accord qui, selon le dirigeant centriste, offrirait aux Israéliens de généreux dividendes économiques. Au-delà de son importance diplomatique, une séparation d'avec les Palestiniens pourrait avoir de réelles répercussions sur notre économie. Elle permettrait de parvenir rapidement à un PNB par habitant de 50 000 $. Elle ouvrirait à l'économie israélienne un nouveau marché de la taille de celui de l'Europe. Après avoir été le porte-drapeau des classes moyennes en 2013, Yair Lapid pourrait bien tenter de séduire à présent les Israéliens en ressuscitant l'option unilatérale, si chère à un certain Ariel Sharon. Alors, Yair Lapid qui vient justement de réagir à la formation de ce bloc de centre-gauche annoncé hier soir entre Yitzhak Herzog et Tzipi Livni. Écoutez la réaction de l'ancien ministre des Finances. L'union entre le Parti travailliste et le Parti Hatnoua aura au moins eu le mérite de faire de l'ordre dans le système politique israélien. Il y a dorénavant à gauche le Parti travailliste et le Meretz, et à droite le Likoud et Bennett qui se radicalisent de plus en plus. Et puis il y a le centre. Les prochaines élections ne se joueront pas entre la gauche et la droite, mais la droite et le centre. C'est au centre que se situe l'opportunité d'un réel changement dans l'économie israélienne, dans la société israélienne, dans la politique israélienne. C'est au centre que les choses bougent. J'appelle tous les citoyens à aller voter aux prochaines élections. Merci. Voilà, c'est peut-être pas aussi simple, mais en tout cas, ça y ressemble. En tout cas, on a bien ce soir une équation à trois inconnus qui se dessinent. Bonsoir Cyril Amar. On a évoqué donc hier soir donc la formation de ce bloc de gauche, centre-gauche, ce bloc qui se dessine maintenant avec Yair Lapid. Et puis il y a Netanyahou, le Likoud. Alors on va parler ce soir justement de ce parti qui semble avoir donné maintenant, redonné en tout cas, eh bien son allégeance à son leader naturel, Benyamin Netanyahou. Oui, Benyamin Netanyahou qui a réussi hier son premier test de popularité, puisque vous le savez, le comité central, les 3700 membres du comité central de ce parti de droite se sont exprimés en faveur, très majoritairement en faveur des propositions de Benyamin Netanyahou concernant les élections primaires. 65% de voix pour ces propositions, notamment cette proposition, vous savez, qui vise à précipiter la tenue du scrutin, donc de ces primaires, au 30 décembre prochain et non pas le 6 janvier 2015 comme c'était initialement prévu. Alors l'objectif, Jean-Charles, il n'a échappé à personne, c'était de tuer dans l'œuf la candidature probable de Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar, cet ex-ministre de l'Intérieur démissionnaire qui avait annoncé en novembre dernier son retrait de la vie politique, mais que les militants du Likoud souhaitaient voir revenir en politique, revenir aux affaires. Alors Gideon Sa'ar qui tablait évidemment sur un désaveu hier de Benyamin Netanyahou pour annoncer sa candidature, un désaveu qui n'a pas été au rendez-vous. Et Gideon Sa'ar aujourd'hui a mis fin au suspense. Il a choisi pour cela d'annoncer à ses sympathisants sur sa page Facebook qui ne serait pas candidat donc à la présidence du parti. Compte tenu des circonstances actuelles et après mûre réflexion, j'ai décidé, a-t-il dit, de ne pas me porter candidat à ce stade. Et vous savez, Jean-Charles, que les politiciens généralement pèsent leurs mots. À ce stade, c'est très important puisque certains de ces conseillers, c'est définitif pour ces primaires. Ça ne devrait pas l'être pour les prochaines primaires puisque ces conseillers avec qui nous sommes entrés en contact nous confient que Gideon Sa'ar sera très certainement aux prochaines élections primaires candidat à la présidence du parti. Pourquoi ? Parce que nous disent-ils, Benyamin Netanyahou, qui, même s'il remportait les prochaines élections, aurait le plus grand mal à former une coalition gouvernementale et surtout à la maintenir, ce qui ferait revenir Gideon Sa'ar aux affaires dans une posture de sauveur du parti, ce qui donc le conforterait dans une position de prochain président du Likoud. Alors si on regarde le schéma dont on parlait tout à l'heure aujourd'hui, ce qu'on a là ce soir qui se dessine, c'est ces trois blocs finalement qui vont s'affronter, donc la droite avec Netanyahou, le centre avec Lapid et ses potentiels alliés. Est-ce que ça
ça affaiblit ou pas Netanyahou, ce schéma, ou est-ce que ça peut le renforcer dans l'optique des résultats? Ce qu'on sait avec certitude, c'est que l'alliance entre Yitzhak Herzog et Tzipi Livni affaiblit considérablement Netanyahou, puisqu'un sondage, un récent sondage publié par la chaîne parlementaire israélienne, fait apparaître que cette liste conduite par Yitzhak Herzog avec Tzipi Livni et avec le renfort de Shaul Mofaz obtiendrait davantage de sièges que le parti du Likoud. Alors évidemment, l'inconnu, ça va être ce bloc de droite. Est-il en gestation, n'est-il pas en gestation? On connaît l'inimitié d'Avigdor Lieberman et de Moshe Kahlon pour Binyamin Netanyahou. Est-ce que ça va jouer dans la balance? Réponse le 17 mars prochain. Mais en tout cas, il est évident que s'il y a encore une semaine, Binyamin Netanyahou avait un boulevard, si je puis dire, aujourd'hui, ses chances s'amenuisent, se resserrent. Il faudra attendre pour voir comment les uns et les autres vont gérer ces 3 mois de campagne. Alors, en tout cas, Netanyahou aujourd'hui se plaint de l'attitude des médias israéliens. Oui, c'est un thème un peu fétiche au sein de la droite israélienne. C'est très fédérateur, certains diront même racoleur. Ça ramène quelques voix au Likoud. Binyamin Netanyahou, qui est arrivé hier au QG de campagne du Likoud à Metsudat Zev, à Tel Aviv, il a été acclamé évidemment par les membres du comité central et il a déclaré bien une extraordinaire campagne publique était menée contre lui. À mots couverts, il a accusé évidemment les médias israéliens qu'il accuse d'hostilité à son encontre. Il a dit que les médias étaient prêts à porter n'importe quel homme politique qui s'opposerait à lui, qui pourrait peut-être lui rapporter encore quelques voix au Likoud au sein de la droite israélienne. Voilà la campagne qui est partie sur les chapeaux de roue. Merci Cyril Amar. Alors justement, l'une des mesures phares prises par Lapid lorsqu'il était ministre des Finances fut d'imposer le service militaire et le retour dans l'économie pour les juifs orthodoxes, communauté un petit peu à part dans la société israélienne. Et bien justement, à Jérusalem, un bureau s'occupe désormais du placement de ces juifs orthodoxes afin de leur trouver un emploi. Reportage Maël Benoliel. Ils sont déjà plus de 500 à avoir trouvé un travail ces dernières semaines et ce n'est que le début. Bienvenue à Kivun, le nouveau pôle emploi des juifs orthodoxes en Israël. Mis en place il y a quelques mois par le ministère de l'économie, soucieux d'augmenter le taux d'emploi de cette branche de la population, d'ordinaire plus habituée à étudier dans des écoles talmudiques, Kivun est là pour faciliter la tâche de tous ceux qui souhaitent faire partie du marché du travail. Ici, à Kivun, on prépare les orthodoxes à intégrer le monde du travail de plusieurs manières. Nous leur proposons différents ateliers sur l'emploi, des formations professionnelles. Et puis, il y a des conseillers qui sont à leur disposition et qui sont là pour les guider jusqu'à leur intégration dans une entreprise. Celui qui vient ici souhaite vraiment trouver du travail, mais c'est difficile. Il faut comprendre qu'il s'agit de personnes qui ne sont pas forcément jeunes, souvent mariées avec des enfants. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais travaillé, donc nous sommes là pour les aider dans leur toute première démarche, mais ce n'est pas simple. C'est le cas de Shalom, 25 ans, marié et père de famille. Pour lui qui a étudié à l'école talmudique toute sa vie, trouver du travail n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup d'employeurs du high-tech qui sont présents aujourd'hui. Je suis venu les rencontrer et j'espère, avec l'aide de Dieu, que je vais trouver du travail. Des employeurs comme Guidon qui croient fermement à la force de travail orthodoxe pour le bien de son entreprise. Pour le moment, après avoir passé quelques heures ici à interviewer des gens, je constate une approche sérieuse et intéressée de la part des gens modestes. Et cela constitue une très bonne base. Notre société a besoin d'employés de haut niveau avec des capacités analytiques et logiques. Et nous sommes sûrs que le secteur orthodoxe peut nous fournir ce genre d'employés. Nous souhaitons aussi aider Israël à intégrer dans son économie la population orthodoxe. Une population souvent décriée pour son manque d'implication dans la vie économique d'Israël, ne profitant uniquement des avantages sociaux de l'État. Ce n'est pas vrai de dire que les orthodoxes ne travaillent pas. Ils étudient et travaillent et font souvent les deux en même temps. Bien sûr, nous faisons cela avec l'autorisation de nos rabbins. Moi, par exemple, je continue d'étudier la Torah, mais j'ai besoin de trouver un travail, de ramener de l'argent à la maison, et c'est pour ça que je suis là. En constante augmentation, la population juive orthodoxe est aussi celle qui travaille le moins, avec un taux d'emploi de 44%, alors que le taux d'emploi du reste de la population avoisine les 90%. Un manque à gagner évident pour l'État hébreu, mais avec des centres d'emploi comme Kivun, Israël compte bien inverser la tendance rapidement et faire de l'emploi une réalité pour des milliers de juifs orthodoxes israéliens. Voilà qui nous amène tout droit à l'économie.
L'économie, c'est avec Lionel Friedfeld. Bonsoir à vous. Bonsoir Achard. Analyste financier. Alors on va évoquer ce soir la France qui est en perte de vitesse sur l'un de ses marchés, on va dire traditionnels, historiques, celui du Maghreb. Et encore une fois, c'est la Chine qui est en cause. Alors effectivement, puisque ce marché est traditionnel pour les grandes entreprises françaises, les Chinois ont pris pied, notamment l'Union européenne en fait, qui est le premier partenaire commercial avec le Maghreb, tant en termes de clients que de fournisseurs. Au sein de l'Union européenne, la France a encore 15% de part de marché, le numéro 1. L'Espagne vient en seconde position avec 10,6%, mais la Chine arrive en troisième position avec 10,1% en fait de part de marché. Donc la Chine aujourd'hui qui prend des marchés au Maghreb, aux Français, dans des secteurs traditionnels ? Oui, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 10 ans la Chine était à la 5e position, aujourd'hui elle est à la 3e position, donc sans doute dans quelques années elle va passer à la première position. La France est extrêmement forte dans tout ce qui est défense et armement et en perte de vitesse sur l'automobile notamment, les télécoms ou l'informatique. Alors vous parliez de l'armement, justement la France qui va peut-être récupérer un gros contrat cette fois au Moyen-Orient puisque l'Égypte s'intéresse à du matériel français. Alors effectivement l'Égypte vient d'envoyer une délégation importante notamment de la marine et de l'Air Force. En fait, en France, à peu près 15 généraux qui sont en train de négocier, notamment avec Dassault Aviation, pour l'achat de Rafale. En fait, le Rafale qui n'arrivait pas à s'exporter, notamment qui est toujours en négociation avec l'Inde et le Qatar. Là, on parlerait d'un contrat de 4 milliards d'euros pour 26 Rafale, c'est énorme. Et le deuxième contrat, c'est avec la DCNS, donc la fabrication de frégates, notamment pour l'Égypte, parce que actuellement, l'Égypte est en train d'ouvrir le canal de Suez et il souhaite avoir des bateaux qui puissent patrouiller. Voilà, et puis ça correspond aussi au désengagement américain, notamment au refroidissement des relations militaires entre les États-Unis et l'Égypte. Alors on parle maintenant des réseaux sociaux et de cette économie qui est en plein boom également, et on apprend que Twitter se fait doubler par Instagram. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors effectivement, 300 millions d'utilisateurs pour Instagram. Twitter n'en a que 248 millions. Cela signifie qu'aujourd'hui, on va dire, la vidéo et les images sont plus forts simplement que du texte. Et en fait, on se souvient qu'Instagram avait été racheté en 2012, près d'$1 milliard par Facebook. Très belle performance. Voilà, bravo donc Instagram qui a dépassé Twitter. Merci Lionel Friedfeld, donc analyste financier. À Hong Kong, la police a arrêté aujourd'hui plus de 200 activistes sur les toutes dernières barricades qui étaient encore en place dans le centre de cette mégapole. La police avait prévenu depuis plusieurs jours qu'elle voulait mettre un terme au dernier barrage encore en place pour en finir avec un mouvement débuté il y a maintenant près de 3 mois, mais dont aucun résultat n'a été obtenu par les manifestants. Joseph Emmanuel. La police de Hong Kong démantèle les barricades des derniers manifestants pro-démocratie. Il est risqué l'arrestation et c'est donc l'épilogue d'une semaine de blocage qui prend place. Le village de tentes était installé depuis 11 semaines dans le quartier d'affaires d'Admiralty, près du siège du pouvoir. De nombreux commerçants avaient saisi la haute cour de justice pour amener les choses à la normale et les huissiers ont lu aux manifestants l'injonction d'évacuation avant de laisser place aux démanteleurs. Comme un ultime barreau d'honneur, quelques milliers de manifestants étaient revenus à Admiralty soutenir la centaine d'insoumis. Cette fois, nous savons précisément où veut en venir la police. Ensemble et appuyés par nos précédentes observations, nous allons classer et organiser toutes les informations recueillies afin de nous aider dans le futur à comprendre les rapports d'enquête. Face au réveil d'une conscience politique chez une jeunesse insoumise et audacieuse, le gouvernement a choisi de répondre de la manière la moins violente possible. Et même si les jeunes manifestants ont toujours prôné la non-violence, des heurts parfois durs se sont produits lors des démantèlements précédents. Ils étaient des dizaines de milliers le 28 septembre dernier à protester, mais le quotidien des travailleurs aspirant au calme plus qu'à la liberté a estompé un mouvement à l'idéal pourtant élevé. La jeunesse en colère revendique l'instauration d'un véritable suffrage universel, une doléance irrecevable par le régime communiste devenu puissance mondiale. La trêve à nouveau rompue dans l'est de l'Ukraine. 3 soldats ukrainiens ont été tués au cours d'accrochages ces dernières heures. 8 autres ont été blessés. Des pourparlers de paix doivent théoriquement commencer à Minsk, en Biélorussie, entre les deux camps dans les prochains jours. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat français qui a voté ce matin pour la résolution recommandant au gouvernement de reconnaître l'État palestinien. Résolution qui a été adoptée à une très courte majorité, vous le voyez sur ces images, 150 voix pour, 146 contre. Le mouvement se poursuit également en Europe avec des votes pour la reconnaissance de l'État palestinien. L'Irlande aujourd'hui encore, la Belgique très bientôt. Alors question posée ce soir, pourquoi maintenant ? Quelle est la raison de cette vague européenne en faveur de l'État palestinien ? Eh bien des éléments de réponse avec cette enquête signée Elie Hotchenberg et Leslie Rezouk.
Il y a 3 mois, Netanyahou et Mahmoud Abbas donnaient un discours alarmant, disant qu'il n'y avait pas de discussion, qu'il n'y en aura plus et que rien n'était prévu dans ce sens. Peu après, il y a eu un changement au sein du gouvernement suédois. Les socialistes ont pris le pouvoir et le Premier ministre a fait son annonce. Ensuite, ça a commencé à se propager dans toute l'Europe. C'est bel et bien de toute l'Europe qu'il s'agit. À l'ordre du jour au Parlement européen la semaine prochaine, la reconnaissance d'un État palestinien est désormais la dernière tendance du moment. C'est plus sexy, tout le monde en parle. Je crois que depuis la suspension des négociations, il y a un sentiment grandissant de frustration parmi les Européens. Cela s'inscrit aussi dans la tendance pro-palestinienne. Ce n'est pas surprenant que ce soit la tendance européenne ces derniers temps. Non. Après l'échec des discussions de paix, le président Mahmoud Abbas s'est fixé un objectif, accélérer les activités diplomatiques de l'autorité palestinienne. Un moyen de contourner les négociations avec Israël pour l'établissement d'un État palestinien. Et l'Europe est là pour le prouver, la stratégie d'Abbas fonctionne. Du moins sur le principe, car il s'agit de décisions avant tout symboliques. Mais la vraie motivation derrière l'intérêt de l'Europe pour le conflit israélo-palestinien risque de ne pas plaire à Abbas. Alors que les dirigeants palestiniens se félicitent de voir l'Europe adhérer à leur cause, ils sont peut-être loin du compte. Ce conflit est aux portes de l'Europe. Nous avons un intérêt stratégique. Ce n'est pas seulement pour les beaux yeux des Palestiniens et des Israéliens. Nous sommes impliqués car il y va de notre propre intérêt sécuritaire. Mais au-delà des intérêts sécuritaires, le dossier du Moyen-Orient et celui du conflit israélo-palestinien en particulier est depuis longtemps l'une des préoccupations de l'Europe. L'implication dans la résolution du conflit est avant tout une question de responsabilité et cette série de reconnaissances l'illustre bien, peu importe le résultat. Carnet rose, avant de parler cinéma, ça se passe à Monaco et forcément le monde entier a les yeux rivés sur ces jumeaux, les premiers enfants du prince régnant, le prince Albert de Monaco. Ils s'appellent Gabriella et Jacques, un garçon et une fille pour la princesse Charlène. Joseph Emmanuel. Naissance princière à Monaco. Gabriella est née avec 2 minutes d'avance sur son frère Jacques, mais il prend la première place dans l'ordre de succession du Rocher. Charlène et Albert sont les heureux parents des jumeaux. Les monégasques ont eu droit au faste d'une annonce pour ne pas déroger à la règle. 42 coups de canon suivis du carillon des cloches. J'ai la grande joie de vous annoncer que la princesse Charlène, mon épouse bien-aimée, a donné naissance le 10 décembre 2014 à un garçon et une fille qui ont reçu les noms de Jacques Honoré Régnier, qui devient prince héréditaire, et Gabriella Thérèse Marie, princesse et deuxième dans la ligne de succession. La modification qu'avait apportée Régnier III à la Constitution ne servira donc pas. Inquiet du célibat prolongé de son fils unique Albert, il permit à ses filles de succéder si besoin. Et pour le plus grand bonheur des monégasques, la lignée des Grimaldi perdure. C'est magnifique, tous les bateaux et les coups de canon, nous sommes tous très très émus parce que vraiment on attendait ça depuis un certain temps. Ravis, on les attendait et on espère qu'ils vont bien. Oui. Le petit garçon et la petite fille. On attend la fête la semaine prochaine. Star du cinéaste Hitchcock, Grace Kelly avait rencontré le prince Régnier en 1955 en marge du festival de Cannes. Les 2 jeunes gens choisirent de sceller leur destin 7 mois plus tard. Du mariage du siècle naîtront Caroline, Albert et Stéphanie. Albert, l'héritier du Rocher, convole en juste noces en 2011 avec la championne de natation sud-africaine Charlène Whitstock. Leurs jumeaux ne sont pas la première progéniture du prince Albert. Il est le père de 2 enfants nés hors mariage. Même s'il a reconnu la paternité, ils ne prendront pas la place du petit frère Jacques. Voilà, Gabriella, Jacques et Laetitia, tout de suite, culture. Laetitia Loreni, bonsoir. Ah, elles m'ont manqué vos transitions. Vous avez vu un peu. Alors, on va parler de cinéma parce qu'on a eu aujourd'hui les nominations annoncées pour les fameux Golden Globes et un film israélien est dans la promotion. Voilà, un film israélien est dans la promotion, mais pas le film français. Le film israélien, sans surprise, c'est Get. On le savait déjà que c'était le film annoncé pour représenter Israël pour les Oscars, et voilà aussi pour les Golden Globes. Donc, Get se retrouve, Israël va se retrouver face, à côté en tout cas, de la Suisse, du Danemark, de la Russie et de l'Estonie dans la catégorie du meilleur film étranger. Dans la catégorie des meilleures actrices à ces Golden Globes, Jennifer Aniston fait sa grande rentrée dans les cérémonies de remise de prix, puisqu'elle n'a jamais été nominée pour rien, avec son rôle dans Cake, aux côtés de Felicity Jones, Julianne Moore, Rosamund Pike et Reese Witherspoon, grande favorite pour son rôle dans Wild. Pour les meilleurs acteurs, on va retrouver Benedict Cumberbatch, grand favori de The
The Imitation Game. Et puis, bien évidemment, le grand retour de Michael Keaton qui lui fait son entrée, qui fait son retour dans la catégorie de meilleur acteur dans une comédie pour Birdman. Birdman qui est le film qui a reçu le plus de nominations cette année au Golden Globe. 7 nominations en tout. Le film d'Alexandro González Iñárritu va certainement faire des étincelles cette année dans toutes les cérémonies de remise de prix. Bon, en général, c'est très différent, là, en 10 secondes, des Oscars, le palmarès des Golden Globes ou pas? Alors non, justement, en général, c'est un peu ce qui annonce le palmarès des Oscars à quelques détails près. Mais c'est vrai que ce qu'on retrouve en nomination ici, on va certainement les retrouver en nomination pour les Oscars quand ça sera annoncé au mois de janvier. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Donc voilà pour le cinéma. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct avec un débat consacré justement à la situation politique en Israël. Ces élections et cette campagne qui s'ouvre vont-elles influencer la géopolitique régionale et notamment le conflit israélo-palestinien? Il y a fort à parier que oui, mais on demandera l'avis de nos experts dans un instant, notamment autour de la présence ou pas de Benyamin Netanyahou après le 17 mars prochain, ce qui peut conditionner évidemment beaucoup de choses et beaucoup de relations notamment existantes entre Israéliens et Palestiniens. On se retrouve dans un instant pour le débat. Restez avec nous.